C'est une présentation du rapport intermédiaire du Shift Project d'Inacity. Donc moi je suis Mathieu Ozano, j'ai l'honneur de diriger le Shift Project. Quelques mots d'introduction, je vais être bref parce que, comme il est convenu de dire, l'après-midi, c'est promet d'être assez chargé. Donc on peut demander qu'est-ce que c'est que le Shift. On est une association loi 1901, reconnue d'intérêt général, qui a vocation à tâcher de pousser à la route la transition énergétique. Dit une phrase, c'est ça qu'on fait au Shift Project. Donc on réunit des groupes de travail sur des sujets réputés à la fois décisifs et complexes, voire éventuellement indémerdables, ou réputés indémerdables, de la transition énergétique. Donc on travaille sur le transport, sur la production d'électricité, sur le niveau de consommation, sur la rénovation du bâtiment. Et puis parmi ces sujets réputés décisifs et néanmoins compliqués, il y a la conciliation de la transition énergétique, de toute évidence aujourd'hui, la conciliation de la transition énergétique et de la transition numérique. Le Shift Project, un peu comment on marche au-delà des groupes de travail. On rassemble des groupes de travail de personnes qui nous semblent être des interlocuteurs précieux sur le sujet qu'on prétend adresser. Autour de ce groupe de travail, on constitue une communauté de correspondants, de relecteurs, qui nous aident à amender ce qu'on fait. L'étape d'aujourd'hui est tout à fait exemplaire de ça. On tâche toujours, même si on n'a pas un processus de production universitaire, on tâche de s'inspirer de ça en consolidant autant que faire se peut, par un échange critique, la production de groupes de travail. Et puis quand on aboutit à des bouts d'idées qui nous paraissent pas complètement idiotes, on devient mobile, dans le sens où la vocation de nos groupes de travail est, dans pratiquement tous les cas, d'aboutir à des recommandations que nous tâchons de porter auprès de ce qui est connu d'appeler les décideurs économiques et politiques. Dans ce contexte-là, le Shift a produit, peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler, au cours de la campagne présidentielle, je donne cet exemple-là parce que c'est un peu notre vadémécum aujourd'hui, 9 recommandations, 9 propositions de ce qu'il faudrait faire à minima sur l'ensemble des sujets concernés, que j'ai déjà cités, les principaux en tout cas, le transport, le bâtiment, la production d'énergie, l'agriculture, et puis à travers ça, c'est des sujets transversaux dont le numérique fait partie. On a produit 9 recommandations de ce qui, à nos yeux, il faudrait faire à minima pour se mettre dans la bonne direction, pour réussir à remplir les objectifs d'un petit truc qu'on a signé, que la France a signé en décembre 2015 et qui s'appelle les accords de Paris sur le climat. Voilà en quelques mots la présentation du Shift. Ce que je peux ajouter, c'est qu'on est financé par des industriels pas beaux et qui polluent et qui néanmoins ont tous vocation à regarder la transition énergétique comme un enjeu stratégique décisif. Pour nous, le Shift, c'est même sans doute l'opportunité stratégique dans le business, mais pas seulement, d'être à l'avant-garde de cette transition énergétique qu'il faudra faire de degré ou de force. Degré si on veut éviter le réchauffement de la planète de 2 degrés, et de force si on se confronte à la réalité des limites physiques, en particulier en termes de ressources d'énergie fossile, au développement. Voilà. Si vous avez des questions là-dessus, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, je serai très heureux d'y répondre. On a, si peut-être d'un mot, on a des membres permanents du Shift, et puis on a ce sont les
entités qui sont signalées sur les 2 premières lignes, et puis on a des mécènes qui viennent nous aider sur des projets dédiés. Je donne cet exemple-là, bon, je tiens à citer le soutien de l'Agence française du développement et de la Caisse des dépôts qui nous ont soutenus sur le développement du projet d'ICT. Et puis, je signale, on a produit autre sujet décisif et compliqué pour prendre à bras-le-corps cet enjeu stratégique de la transition énergétique. On a produit, en partenariat avec la FEP, un rapport sur la manière dont les agences de notation se saisissent du risque climat. Voilà. C'est une autre illustration des sujets auxquels on tâche de s'atteler et sur lesquels on essaie de clarifier un peu le débat. La vocation du Shift, en tout cas, peut-être qu'on conçoit notre vocation d'intérêt général, notre statut d'intérêt général, c'est de favoriser une conversation cohérente, informée, autant que faire se peut sur les différents sujets clés de la transition énergétique. Voilà. J'en ai fini un petit peu là sur cette présentation générale. Alors comment va se dérouler la journée, l'après-midi, pardon. Normalement vous avez vu ça à peu près. Je vais dans quelques instants laisser la parole à Hugues Ferbeuf, notre chef de projet, et puis qui va permettre de balayer un petit peu les premiers résultats qu'on vous soumet dans le cadre du travail présente aujourd'hui. Et puis ensuite, à partir des alentours de 16 h, il faut qu'on ait repris un petit peu notre souffle, pris une collation. On va se répartir sur les ateliers que vous avez dû tous les uns les autres normalement vous inscrire d'ores et déjà, qui sont les suivants. Référentiel, donc la présentation du référentiel environnemental du numérique, qui est la principale production au stade où on en est sur le travail. La prise en compte des scénarios prospectifs, c'est amené par c'est Françoise Bertou, mon groupe de travail qui a dit le premier atelier. L'enjeu des pays en développement, où Pierre, Fabre, qui a eu le plaisir d'animer cet atelier. Et puis enfin, les perspectives d'évolution du groupe de travail, atelier numéro 4, animé par notre chef de projet, Hugues, auquel je cède la parole sans vous avez. Si tu veux bien, Hugues. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde voit bien? Est-ce que vous voulez que je tire les scores ou pas? Ça va. Voilà, Hugues, tu as la parole. Bonjour à tous. Donc je vais essayer de vous présenter en 45 minutes à peu près la substantifique moelle de ce rapport intermédiaire. Alors j'insiste sur le terme rapport intermédiaire pour se raccrocher à ce que Mathieu disait. Donc on n'est pas encore au stade où on souhaite communiquer de façon très publique sur un certain nombre de recommandations ou même de conclusions. C'est un rapport intermédiaire qui a vocation à recevoir des critiques, et notamment de la part, je dirais, du public informé sur le sujet. Et donc, c'est l'objectif essentiel de cette journée aujourd'hui, c'est de recueillir ce type de commentaires qu'on espère, qu'on sait forcément constructifs. Donc, assez classiquement, une introduction qui consistera en fait à partager avec vous les impressions ou les attendus que l'on avait lorsque l'on a décidé de lancer ce projet. Ensuite, les objectifs du projet tels qu'ils sont définis dans le rapport, et j'essaierai d'expliquer rapidement pourquoi ceux-ci et pas d'autres. Le groupe de travail et comment on a travaillé. Et puis ensuite, donc, sur le fond, un certain nombre de constats que dans le rapport on a indiqué constats globaux sur l'empreinte environnementale du numérique. Ensuite, qu'est-ce qui est selon nous le référentiel environnemental du numérique et à quoi peut-il servir?
un certain nombre de pistes de réflexion qui, comme le rapport, sont préliminaires et donc qui demanderont à être approfondies, voire complétées. Et puis, j'en aurai fini de la présentation et vous aurez normalement du temps pour poser des questions et pour que l'on échange avant que dans la deuxième partie de l'après-midi, donc on puisse entrer dans le détail sur les 4 sujets dont Mathieu vous a parlé, qui sont donc le référentiel, la simulation de l'empreinte environnementale dans une entreprise, les pays en développement et comment se présente, je dirais, l'année 2018 en termes d'action et de communication sur ce point. Et donc, afin qu'on tienne les délais, en principe, je prendrai les questions donc, à la fin de la présentation. Toutefois, si il y a quelque chose qui n'est pas clair lorsque je présente un des slides, n'hésitez pas à le signaler. Alors, je parlais des attendus ou de la façon dont le paysage se présentait lorsqu'on a commencé à regarder le sujet. Et en fait, on s'est aperçu que le numérique avait un double visage du point de vue de l'environnement. Un premier visage qui, pour certains acteurs, fait qu'il est foncièrement et fondamentalement bon pour l'environnement. Donc vous avez là un certain nombre de citations qui disent en gros l'égale efficacité du numérique sont telles qu'ils vont apporter la solution à la problématique environnementale en nous permettant de consommer, je dirais, de la donnée plutôt qu'autre chose. Et le levier d'amélioration qu'il représente est beaucoup plus important que son empreinte propre. C'est le cas notamment du rapport du GESI, qu'un certain nombre d'entre vous connaissent, je pense, et qui affirme que le potentiel de réduction de gaz à effet de serre du numérique de façon indirecte, donc par intégration dans d'autres secteurs, est 7 fois plus important que l'augmentation de l'empreinte propre. Évidemment, si c'est le cas, je dirais, ce rapport que l'on vient de faire n'a pas de sens. Alors, qu'est-ce qui peut faire douter? C'est que de la même façon, on trouve, et toujours de la même façon, des gens a priori bien informés, un certain nombre de travaux qui montrent que non, pas du tout, le numérique peut être un danger pour l'environnement, que ce soit en termes de consommation d'énergie ou en consommation de ressources telles que les métaux. Donc j'ai évidemment pas mis toutes les citations possibles et imaginables. Deux points d'actualité. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous ont entendu parler, voire ont lu le livre de Guillaume Bitron sur la guerre des métaux rares, où on voit que la consommation de métaux rares par le numérique est un vrai sujet de préoccupation. Et puis, donc Cédric Villani vient de rendre son rapport sur l'intelligence artificielle cette semaine. Le président de la République est en train de présenter le plan d'action pour l'intelligence artificielle au moment où nous sommes réunis. Dans ce rapport, Cédric a réservé une partie à la description de la problématique environnementale du numérique
et donc de l'intelligence artificielle. Donc ce sujet est reconnu, y compris donc, au sein d'un rapport qui essentiellement est là pour montrer comment on peut se servir de l'intelligence artificielle et comment on peut faire en sorte que ces effets soient bénéfiques à la fois d'un point de vue économique et sociétal. Donc les avis sont très partagés. Alors ce qui complique beaucoup le débat, c'est que, et là c'est quasiment unanime, le numérique, on considère que c'est la solution pour la croissance, soit pour la trouver pour un certain nombre de pays, soit pour la retrouver pour des pays qui l'ont plus ou moins perdu depuis une décennie. Et donc ça représente un espoir très fort, forcément, à la fois des acteurs économiques et des décideurs politiques. Et donc que l'on consulte le ministère de l'économie, la Banque mondiale, la Commission ou le CDE, le message est le même. Il y a une conviction que investir dans le numérique, c'est forcément bon pour la croissance. Alors je dirais qu'il y a une quasi-unanimité parce qu'il y a quand même aujourd'hui un certain nombre d'économistes qui ont relevé, et j'en parlerai tout à l'heure, le fait que c'est peut-être le cas, mais pour l'instant on ne le voit pas de façon... ça ne fait pas aux yeux. Donc est-ce que c'est parce qu'on n'en fait pas encore suffisamment, comme le dit une étude de McKinsey qui vient de sortir, ou est-ce que c'est parce que le numérique a peut-être des effets, mais pas forcément ceux qu'on croit? C'est une question qui est en fait ouverte. Donc non seulement c'est une croyance très répandue, mais en plus c'est quelque chose qui se vérifie d'une certaine façon, au sens où si on regarde alors les licornes, donc les licornes c'est des entreprises qui ont une capitalisation boursière supérieure à 1 milliard de dollars, on voit qu'en fait depuis en gros 2013, elles se multiplient, et elles se multiplient essentiellement dans le domaine du numérique. Donc c'est une certaine forme de transition numérique. Et donc il y a bien une croissance. La question en fait est de savoir si, au-delà de la croissance de capitalisation boursière que ça représente, est-ce que ça a un véritable impact sur l'économie tout entière? J'y reviendrai tout à l'heure. Mais clairement, quelque part, mettre en doute les bénéfices du numérique, forcément, c'est pas très populaire, et donc il faut faire particulièrement attention à prouver ce qu'on avance. C'est ce qu'on va essayer de faire cet après-midi. Et donc pour finir là-dessus, la transition numérique, c'est quelque chose dont beaucoup de spécialistes parlaient depuis une dizaine d'années. En fait, en gros, depuis 2013, là aussi on retrouve à peu près la même année, c'est un sujet qui est rentré sur la table des conseils d'administration, et c'est devenu aujourd'hui une des toutes premières priorités des chefs d'entreprise. Alors certainement aux États-Unis, au Japon, un petit peu moins en Europe, mais c'est en train de s'accélérer. Et donc ça a pour conséquence qu'aujourd'hui, les entreprises effectivement investissent de plus en plus dans le numérique et ressentent l'urgence de le faire. J'insiste là-dessus parce que vous verrez dans le rapport que souvent on parle pas seulement du numérique, mais on parle de transition numérique. Et je pense que c'est une distinction importante parce que aujourd'hui, ce concept de ce phénomène de transition numérique, il a aussi pour conséquence que quelquefois de mettre à l'écart un certain nombre de rationnels en se disant que forcément ça va marcher et que plus on va vite et plus on en fait, mieux c'est.
Donc, ayant dit tout ça, le premier objectif qui nous est apparu important a été de clarifier effectivement les impacts, et en tout cas les impacts directs du numérique. Une autre chose est d'estimer les impacts indirects, mais enfin, il faut déjà y voir clair. C'est le premier étage de la fusée, comme on dit. Et on s'est aperçu que, même en piochant dans la littérature universitaire ou scientifique, qu'on trouvait beaucoup de réponses différentes. Et donc les premières semaines de travail ont confirmé la pertinence de cet objectif. Le deuxième objectif était de se dire, bon, nous faisons l'hypothèse qu'effectivement, sans mesure particulière, il y a un risque de dérive de la dépense énergétique due au numérique. Et donc, bon, ça c'est un constat, mais que peut-on faire pour essayer de, sinon juguler, du moins mettre sous contrôle cette tendance? Et on s'est aperçu aussi, en discutant avec un certain nombre de gens qui sont dans le domaine depuis longtemps, dans le domaine du Green IT, que même si on mettait en place les bonnes pratiques et si on sensibilisait correctement les directions du système d'information, aujourd'hui justement, compte tenu de ce phénomène de transition numérique, ça n'est pas forcément suffisant, parce que les choses se structurent quelquefois totalement en dehors de ces interlocuteurs techniques. Et donc l'objectif numéro 2, il vise à développer une approche qui soit compréhensible par des non-spécialistes de ce sujet. L'objectif numéro 3, ça c'est quelque chose qui nous occupera beaucoup à partir du mois de juin. Ce sera sur la base des constats et des outils que l'on aura pu développer. Ça sera donc de proposer des actions aux décideurs économiques et politiques de façon à ce que non seulement ce sujet soit compris, mais que commence à se mettre en place un certain nombre d'évolutions qui permettront d'éviter un scénario catastrophe. Donc pour ça, comment a-t-on travaillé? Un groupe de travail d'une dizaine de personnes. Je ne vais pas citer tout le monde, mais je vais citer les membres du groupe de travail qui sont là, et je vais leur demander de se lever pour qu'ils puissent s'identifier. Donc la première, c'est Françoise Berthoud, voilà, que je pense que pas mal d'entre vous connaissent, et qui nous a apporté en particulier sa rigueur scientifique. Deuxième membre de mon travail qui est là, Pierre Fabre, donc, qui à la fois représente l'AFD, qui en même temps partage son expérience opérationnelle du travail avec le contexte des pays en développement, et qui, ça ne gâche rien, est également ingénieur en télécommunications, donc il connaît bien le sujet du numérique. Alexandre, je ne le vois pas, il devait être là, il n'est pas encore arrivé sans doute. Et puis donc Xavier Verne, donc Xavier donc, qui travaille à la SNCF dans la DSI, qui ne représente pas dans ce groupe de travail la SNCF, mais qui, je dirais, a été là pour dire comment une DSI, finalement, dans une entreprise, peut regarder ce sujet. Et puis, donc, deux membres du Shift Project, donc Maxime, il est là. Donc, Maxime a beaucoup œuvré et été le rédacteur de cet nombre de choses. Et puis, Zélep, qui est économètre et qui est aussi
permis de dégager des synergies avec d'autres projets du Shift. Voilà, donc ça c'est assez classique. Donc comme l'a dit Mathieu, on a également la chance donc, de pouvoir s'appuyer sur une communauté de sympathisants du Shift qui s'appelle Shifters. Et donc on a en particulier donc, 6 personnes qui ont contribué à l'élaboration de ce rapport, de ce projet. Alors dont Francis Charpentier, je l'ai vu, donc je sais qu'il est là. Voilà. Je ne sais pas si d'autres shifters sont là. Non. Alors, évidemment, je ne l'ai pas listé, mais vous les avez, on pourra vous les fournir en tant que de besoin. On a compulsé quasiment 200 études, alors en majorité scientifiques et ou universitaires, et on s'est donné pour règle de ne choisir que les études, en tout cas celles comportant des données postérieures à 2014, parce que le rythme d'évolution des usages et des technologies dans le domaine du numérique est tel qu'en 3 ans, il se passe énormément de choses, et remonter, comme on le voit quelquefois dans quelques articles, à des sources qui datent de 2008, par exemple, ça n'a plus grand sens. Enfin, dernière chose, donc pour nous, notre définition du numérique, elle est assez large. Donc c'est évidemment les réseaux, c'est évidemment les data centers, c'est évidemment les ordinateurs et les smartphones, les tablettes, mais c'est aussi les équipements audiovisuels connectés, et au premier rang desquels les télévisions. Aujourd'hui, à peu près la moitié, plus de la moitié des télévisions, en fait, sont des ouvertures sur le contenu du net et deviennent de plus en plus interactives. C'est pour ça qu'on a fait le choix de les prendre en compte dans ce périmètre. Et on a pris en compte autant que possible, en tout cas en termes de prévision, tout ce qui est IoT, donc Internet of Things ou Internet des objets, que ce soit dans leur déclinaison, je dirais, grand public, donc par exemple les chaussettes connectées, ou dans leur déclinaison industrielle, au sens où aujourd'hui l'approche IoT rentre dans l'élaboration d'un certain nombre de solutions conçues par les entreprises. C'est un autre aspect de la transition numérique. Quelques définitions, mais c'est peut-être évident pour la majorité d'entre vous, mais je vais en relier beaucoup de vocabulaire un petit peu exotique quelquefois. Donc on va beaucoup parler d'octets, et pour donner un ordre de grandeur, donc un mégaoctet, c'est à peu près la taille du rapport intermédiaire. En fait, il fait 2 mégaoctets dans son format PDF. Donc il fait 30 pages avec des graphiques, etc. Voilà, c'est à peu près ça un mégaoctet. Donc un téraoctet, donc c'est 1 million de fois plus. Et alors on peut discuter, mais en gros, ça correspondrait au volume de données qui peut être stocké dans une mémoire humaine. C'est l'ordre de grandeur en tout cas. Alors un téraoctet, vous verrez qu'aujourd'hui c'est très très faible. Alors un téraoctet, d'abord on commence à trouver ça dans un certain nombre, sur les disques durs d'un certain nombre d'ordinateurs de haut de gamme, mais destinés aux particuliers. Donc ça n'est plus du tout quelque chose d'extraordinaire. La chose qui reste encore assez extraordinaire, c'est le zétaoctet. Zétaoctet, c'est 1000 hexaoctets, un hexaoctet c'est 1000 pétaoctets, etc. Donc un zétaoctet, en fait, c'est 10 puissance 21 octets, donc c'est beaucoup de choses. Et en gros, ça correspond au volume de données suivant si chaque habitant de la Terre avait 40 DVD différents avec lui, ça ferait à peu près un zétaoctet. Donc
peu près 7 milliards de personnes ayant chacune 40 DVD. Donc vous voyez, c'est beaucoup, mais ça reste encore compréhensible. On se dit, bon, aujourd'hui, évidemment, beaucoup d'entre nous ont sans doute plus que 40 DVD, mais il y a énormément plus de gens dans le monde qui n'en ont pas du tout. Mais on se dit, bon, on peut imaginer ce à quoi ça ressemble. Vous verrez tout à l'heure que le zeta-octet, il est bientôt dépassé, puisque aujourd'hui, on commence à des volumes de données qui vont être 1000 fois plus importants. Et là, on commence à avoir des difficultés à trouver des comparaisons, je dirais, qui correspondent à l'intuition de tous les jours. Voilà, donc ça, c'était un préliminaire que je voulais faire pour que le reste du discours soit compréhensible. Et donc, j'en arrive au premier constat. Alors, le constat, donc, pour arriver à ce constat, on s'est basé sur un modèle développé par deux chercheurs qui s'appellent Andrae et Eders. Une étude qui est parue en 2015 et qui, avec des paramètres qui sont l'efficacité énergétique d'un certain nombre d'équipements et l'évolution du volume de données tant sur les réseaux que dans les data centers, puis l'évolution également des parcs d'équipements, permet de simuler de façon assez simple, en tout cas transparente, l'évolution énergétique du numérique. Donc, ce qu'on a fait, en fait, c'est que l'on a adapté un petit peu ce modèle, et puis, donc on a fait ce travail en 2017-2018. On a pu disposer, évidemment, non plus de prévisions pour un certain nombre de données, mais de données historiques. Et puis, on a également réactualisé les prévisions, et on s'est arrêté à l'horizon 2020. Alors pourquoi parce que comme je le disais tout à l'heure, les évolutions technologiques sont tellement rapides que faire une prévision en plus de 3 ans, c'est possible évidemment, mais c'est très il faudrait l'entourer d'énormément de précautions et c'est très casse-gueule comme le dit Xavier. Alors, malgré tout ce qu'on a trouvé, et en regardant donc la période 2013-2020, c'est que, en gros, la consommation énergétique du numérique augmente de 8% par an. Alors, 8%, ça a l'air important, mais sans plus. Bah, ceci dit, 8% par an, ça veut dire qu'en 9 ans, ça double. Donc, par rapport à l'évolution de la majorité des secteurs, c'est juste énorme. 8%, c'est une valeur parmi les scénarios que l'on a regardés qui est plutôt dans le bas de l'échelle que dans le haut de l'échelle. Si les choses se passaient vraiment mal, on pourrait plutôt être aux alentours de 9%, 9%. Et donc ça, c'est une simple conséquence, c'est que si on rapporte la consommation énergétique du numérique à la consommation finale d'énergie dans le monde, qui elle-même augmente, continue à augmenter tous les ans, et bien cette proportion augmente de 50% donc en 7 ans. Donc le poids croissant du numérique, on le voit effectivement dans la place qu'il occupe dans les esprits, on le voit dans la place qu'il occupe dans la bourse, mais on le voit aussi dans la place qu'il occupe dans les statistiques d'énergie. Une autre façon de regarder les choses, c'est de faire un calcul qui est un petit peu artificiel, mais qui a le mérite quand même de bien visualiser ce qui se passe. Donc c'est de rapporter la consommation énergétique du numérique exprimée en unité de consommation électrique à la totalité de la consommation électrique mondiale. Bon, c'est à peu près 20% de la consommation énergétique mondiale. La consommation électrique totale, elle augmente en ce moment d'environ 3% par an. Et donc les courbes que vous voyez, c'est l'évolution de la part du rapport en fait, consommation du numérique par rapport à cette consommation électrique.
Si les choses ne sont pas claires, n'hésitez pas là-dessus à poser une question, parce que il faut être effectivement précis. Non, pour le numérique, c'est bien la consommation énergétique, donc ça intègre à la fois l'utilisation du numérique et la production des équipements numériques, qui essentiellement n'est pas fait à base d'électricité. Donc tout ça est converti, donc tout ça qui est en joules est converti en wattheures ou en térawattheures, et on rapporte ça à la consommation électrique mondiale, qui elle aussi est mesurée en térawattheures. Alors vous voyez plusieurs courbes. Les trois courbes bleues, rouges et vertes, ça correspond au scénario donc, de l'étude d'Andrae de 2015. Donc un scénario optimal qui montre que en gros les gains d'efficacité et la croissance du trafic est telle que globalement on est sur une stabilité. Un scénario qu'à l'époque ils identifiaient comme étant expected, c'est-à-dire étant celui qu'ils attendaient voir se réaliser, et puis un scénario, je dirais plutôt pessimiste, correspondant à l'envolée à la fois du trafic et au fait que les gains d'efficacité énergétique, en tout cas après 2020, devenaient beaucoup plus compliqués à réaliser. Et donc, vous voyez là au milieu deux de nos scénarios que l'on a fait. L'un donc qui s'appelle Expected Revised. Donc en gros, ce sont les hypothèses de la courbe rouge, mais en prenant en compte l'historique notamment du trafic sur les années 2014, 2015, 2016, 2017. Et puis, vous avez un autre scénario qui s'appelle Revised Higher Growth and EE, ce qui veut dire en langage compréhensible, donc un scénario correspondant à la courbe jaune, mais où on a pris en compte une croissance de trafic plus forte, mais également une croissance plus forte des gains d'efficacité énergétique, notamment dans les data centers. Et bon, ce qui est assez frappant, c'est que de toute façon, dans les deux cas, on voit qu'on s'éloigne de la courbe correspondant au scénario attendu il y a 2 ans. On n'est pas sur le scénario Ghost, ça c'est une bonne nouvelle, mais globalement, on a toutes les chances d'être aux alentours d'un ratio de 15% en 2020. Donc 15% à comparer avec à peu près 10% jusqu'en 2013-2014. Alors évidemment, la question c'est que va-t-il se passer au-delà? Bon, ce qui est à peu près clair, c'est que ça ne va pas tomber brutalement au niveau de la courbe bleue. Il n'y a pas non plus de raison que ça dérape totalement, mais on risque globalement d'être au-dessus du scénario qui me semblait déjà assez élevé lorsqu'il a été publié il y a 2 ans et demi. Donc une autre façon de mesurer l'impact environnemental du numérique, c'est de regarder l'impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc là, vous voyez la situation en 2013, donc correspondant en gros à 1 gigatonne d'émissions de gaz à effet de serre. Donc en gros à 2% de l'ensemble des émissions mondiales, aux alentours de 50 gigatonnes. Et on voit donc là-dedans une part importante. Alors, ces trois quartiers-là, donc ce sont les quartiers qui sont liés à l'utilisation du numérique. Ici les réseaux, ici les data centers et ici les terminaux. Et tout ce qui est ici,
c'est ce qui est lié à la production des équipements, que ce soit les équipements qui ensuite vont être utilisés en tant que terminaux, ou dans les data centers, ou dans les réseaux. Donc on voit, si on fait la somme, 14, 18, 22, 37, on est à peu près à 2 tiers, 1 tiers entre l'utilisation et la production. Mais on verra tout à l'heure que pour certains éléments de ce périmètre, le ratio est vraiment différent. Donc en 2020, au lieu d'être à 1 tonne, on sera très probablement aux alentours d'une tonne 6. Et donc on sera environ à 3% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Donc 3%, ça veut dire que le numérique représentera plus d'émissions de gaz à effet de serre que l'aviation civile. Ce qui ressort des chiffres, ce qui est totalement contre-intuitif, parce qu'on voit bien qu'un avion, ça met du carbone. Quand on utilise son smartphone, évidemment, on n'en a pas forcément conscience, et c'est une vraie raison du problème et du risque de dérapage. Donc là, on reste à peu près dans ce rapport 2 tiers, 1 tiers, mais on voit que la part des smartphones ici a énormément augmenté, puisqu'il est à 10% de l'ensemble, et on était à 4% en 2013. Alors pourquoi tout ça? Parce que tout augmente. Tout d'abord, les parcs d'équipements utilisés augmentent. Par exemple, et là ce sont des données historiques, et pour ce qui est de 2018 à 2020, les dernières prévisions de Cisco, le parc installé de smartphones augmente de 11% par an. Donc c'est juste énorme. Ça veut dire qu'on va très probablement être aux alentours de 5 milliards et demi de smartphones dans le monde en 2020. Et on verra tout à l'heure que l'impact énergétique d'un smartphone, malheureusement, il est beaucoup plus important qu'on ne peut le penser. Les deux autres courbes, donc c'est les télés et les ordinateurs personnels. Vous voyez que le parc d'ordinateurs personnels, il a plutôt tendance à diminuer. En fait, si on regardait donc, les ordinateurs portables, lui, il augmente un peu, mais globalement, il y a un gros déport des usages qui se fait du PC vers les smartphones. Et puis, on a une augmentation un peu moins forte, mais quand même de l'ordre de 9% par an, du parc de téléviseurs. Et le problème, un des problèmes, c'est que ces téléviseurs, ils ont deux caractéristiques. Ils deviennent de plus en plus performants, c'est-à-dire qu'au lieu de pouvoir visionner des films en simple définition, on peut les visionner en haute définition, et maintenant on peut même les visionner en ultra haute définition. Il y a un rapport de 1 à 16 entre la simple définition et l'ultra haute définition. Et l'autre chose qui va de pair avec ce gain de performance, c'est que la taille des écrans augmente également. Ça correspond à l'expérience courante, un écran de, en gros, 1 mètre de diagonale qui, il y a 4-5 ans, semblait très grand. Aujourd'hui est remplacé par un écran qui fait 1,40 m de diagonale. Or, non seulement la consommation énergétique, mais également la consommation d'un certain nombre de matériaux va être proportionnelle au carré de la diagonale de cet écran. Alors, ce qui augmente également, c'est le trafic d'abord sur les réseaux. Donc, il augmente énormément. Alors, 27%, c'est une moyenne. Je n'ai pas mis ni dans le rapport, ni ici un petit schéma qui montre la dispersion des taux de croissance.
Mais en gros, ça va effectivement, pour les réseaux, de 5 à 10% par an à 100%. 100% par exemple, c'est le taux de croissance du trafic sur le réseau mobile en France. Donc le 27%, il semble énorme. En fait, il est faible par rapport à des situations que l'on rencontre dans un certain nombre d'endroits du globe. Et à quoi est due cette augmentation de trafic? Ben, là, je ne suis pas sûr que vous puissiez lire, mais c'est de mémoire, c'est dans une des annexes du rapport. Là, on voit le découpage en fait, du trafic en différents types d'usages. Donc, ce qui est en bleu ciel ici, c'est tout ce qui est usage de la vidéo sur Internet. Donc c'est notamment visionner des vidéos en streaming, par exemple. Et ce qui est en vert, ben, c'est encore de la vidéo. Là, cette fois-ci, c'est du téléchargement en fait, de vidéos, de façon à pouvoir les visionner localement. Vous voyez que si on fait la somme des deux, ça représente 90% du trafic et encore plus de la croissance. Donc, c'est une autre des raisons pour lesquelles on avait choisi d'intégrer les téléviseurs dans le périmètre, c'est qu'aujourd'hui, ce qui tire la croissance du trafic sur les réseaux, ce sont les usages vidéo. Et évidemment, l'usage vidéo, c'est quand même éventuellement sur le smartphone, mais c'est aussi beaucoup sur la télé. Et puis si on regarde les data centers, ben là le taux de croissance du trafic est encore plus élevé. Alors je précise, c'est une moyenne sur mondiale. Alors c'est très compliqué hein, les data centers. Je sais qu'il y a des spécialistes dans la salle, mais c'est très compliqué parce que là il ne s'agit plus d'équipement, il s'agit de système. Et dans un data center, il y a des équipements numériques. Il y a aussi tout un environnement qui permet à ces équipements de fonctionner. Et puis, il y a énormément de data centers différents, entre le data center, entre guillemets, de la PME, où il y a 3 serveurs, et puis ce qu'on appelle maintenant les data centers hyperscale de Google et consorts. Il y a même pas un monde, il y a un univers entre les deux. Donc, là, cette moyenne, elle ne signifie pas grand-chose, sauf le fait que, globalement, bien que, là aussi, les serveurs deviennent de plus en plus performants, globalement, le parc de serveurs dans le monde augmente. Ah, il reste 2 minutes. Oui, question comprise, d'accord. Je vais aller un peu plus vite sur la deuxième partie. Donc, on a beaucoup parlé, et on va continuer à beaucoup parler d'énergie, de consommation d'énergie du numérique. Mais il y a un autre, je dirais qu'il y a un autre risque qui existe, c'est celui qui est lié à l'utilisation des métaux qui rares ou critiques par le numérique. Aujourd'hui, comme vous pourrez lire dans le rapport, dans un smartphone, il y a une quarantaine de métaux qui sont employés, en moyenne. Et parmi cette quarantaine de métaux, il y en a quelques-uns qui sont à la fois aujourd'hui totalement indispensables pour que le smartphone sache faire ce qu'il sait faire au prix où il est vendu, et qui en même temps ont la particularité d'être beaucoup moins accessibles que les autres métaux. Donc c'est le cas notamment de ceux qui sont listés ici, gallium, indium, tantal, ruthénium, germanium. Et donc ces métaux, bon alors pour ceux qui connaissent le sujet, c'est toujours très très compliqué hein, d'estimer quand il va y avoir un pic de production, quand il risque d'y avoir un risque d'extinction des réserves parce que
les réserves accessibles à un moment donné peuvent être plus importantes 10 ans ou 20 ans plus tard. Bon, ce qui est quand même frappant ici, et là c'est tiré d'une présentation donnée il y a une quinzaine de jours donc, par José Alloy, donc, qui est un universitaire et qui a beaucoup travaillé sur le sujet. Mais ce qui ressort, c'est que beaucoup de ces métaux, quand on utilise des modèles de prévision basés sur la consommation, risquent d'avoir un pic de production dans les quelques dizaines d'années qui viennent. Alors, quelques dizaines d'années, ça a l'air d'être long, et ce qu'il faut savoir, c'est que pour la plupart des autres métaux, c'est plutôt quelques centaines ou quelques milliers d'années. Donc, on peut toujours se tromper et dire, alors c'est pas forcément 2030, ça peut être 2040, mais quand on voit une courbe comme ça, les spécialistes disent il y a une vraie question qui se pose, et il risque d'y avoir des tensions, en tout cas fortes, sur l'approvisionnement d'un certain nombre de ces métaux dans les quelques années qui viennent. Donc, alors après, ces métaux rares, ils ont d'autres particularités, c'est qu'ils sont très compliqués à recycler, notamment lorsqu'ils sont utilisés en alliage. Et ils ont également une autre particularité, c'est qu'ils sont très polluants quand ils ne sont pas recyclés. Et donc ils participent, donc d'une certaine façon, l'essor du numérique et des équipements participe à la pollution d'un certain nombre de sols, d'autant plus que les filières de recyclage sont actuellement peu efficaces. Je passe donc au référentiel environnemental du numérique, donc qui est une autre façon d'évaluer l'impact environnemental du numérique. Donc ici, comme je l'avais dit un petit peu au départ, il existe peu de données publiques complètes et à jour. Alors il se trouve que ça vient d'être reconnu à la fois par un rapport de l'IDRI, donc sur numérique et environnement, qui a été remis il y a une quinzaine de jours. Et puis, c'est quelque chose qu'on retrouve également dans le rapport de Cédric Villani, qui dit précisément qu'aujourd'hui, il n'y a pas de données publiques ou publiquement accessibles. Si on veut qu'il y ait une prise de conscience et un changement des pratiques, il faut déjà que l'information existe et soit accessible. Donc, la volonté avec ce référentiel environnemental du numérique, c'est de poser, pas de poser la première pierre, mais en tout cas, c'est de montrer ce à quoi ça pourrait ressembler, et donc de le faire sur un certain nombre d'équipements et un certain nombre d'usages caractéristiques du numérique. Donc ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est que ce référentiel, il est à la limite, il est plus à destination des non-spécialistes que des spécialistes. Et donc il est destiné à pouvoir d'une façon ou d'une autre rentrer dans des prises de décision, je dirais, qui sont aujourd'hui sous le contrôle de gens qui n'ont absolument pas conscience des conséquences environnementales via le numérique, d'un certain nombre de choix qu'ils peuvent prendre, des choix pouvant être des choix d'organisation, des choix produits, ou des choix de mode de fonctionnement. Donc à quoi ressemble le référentiel dans sa version actuelle? Bon, d'abord, d'avoir une estimation la plus représentative possible de la consommation d'énergie. Alors ici des équipements et ici dans la phase de production. Donc vous voyez que par exemple pour fabriquer un ordinateur portable, il faut à peu près 10 fois plus d'énergie que pour fabriquer un smartphone. Et que pour fabriquer une télé, c'est à peu près comme un ordinateur portable.
vous voyez qu'il faut quand même 500 litres, on va dépenser au moins 500 litres d'eau pour fabriquer un smartphone, et ça c'est notamment dans l'étape vraiment de fabrication pour séparer un certain nombre de composants. Vous voyez donc les poids respectifs de métaux rares qui sont employés dans les différents équipements. Et puis pour se rendre compte de ce à quoi ça correspond, quelles sont les volumétries associées. Évidemment, ce qui est très préoccupant dans le cas du smartphone, c'est à la fois le gros parc installé, mais surtout le volume de production annuel qui est de l'ordre de 1,6 milliard en 2017. C'est 10 minutes vraies ou... alors, donc je vais aller un peu plus vite et je m'en excuse à l'avance. Donc si on se focalise sur le smartphone, dans l'état de production, il y a une chose qui n'est pas du tout rassurante, mais qui s'explique malheureusement bien, c'est que si on regarde les évolutions des modèles de smartphones, des différentes générations de smartphones, chaque génération embarque un peu plus d'énergie que la précédente. Donc là, c'est sur l'iPhone, mais on pourrait faire ça sur Samsung ou sur une autre marque, c'est pareil. Et c'est lié tout simplement au fait que dans le même poids d'appareil, on fait rentrer plus de fonctions et on fait rentrer plus de performance, de rapidité, et quelque part on le paye à travers l'énergie que l'on dépense pour le fabriquer. Donc là, vous avez les évolutions de gaz à effet de serre dues à la production de 3 types d'équipements. Et donc ce qui saute aux yeux, c'est l'essor, je dirais là aussi, du smartphone, donc qui en 2013, je dirais, représentait plus de 2,5 fois moins que les télévisions, et qui aujourd'hui est au même niveau. Et pourtant, un smartphone, c'est tout petit. Donc, de la même façon que l'on caractérise l'empreinte environnementale due à la production, on essaie de le faire pour ce qui est de l'utilisation. Donc là, vous avez la consommation d'électricité liée, je dirais, à un usage moyen. Alors là, vous avez une moyenne, c'est clair que plus le smartphone va être perfectionné, plus il va avoir tendance à consommer. D'ailleurs, oui, c'est par an, c'est yearly impact. C'est par an, c'est des kilowattheures. Donc, on voit aussi que j'ai un schéma là-dessus dans la présentation, mais en fait, la part de la production sur un smartphone, elle est énormément plus impactante que la part d'utilisation. Elle est quasiment de l'ordre de 95% pour la production et de 5% pour l'utilisation. Ça, c'est en termes d'énergie. Maintenant, si on raisonne en termes d'émissions de gaz à effet de serre, évidemment, ça dépend de l'endroit où on utilise le smartphone, puisque l'électricité, le mix utilisé pour produire l'électricité est différent d'une région à l'autre, et que par exemple, en France, l'électricité est très peu carbonée. Par contre, en Chine, elle est 20 fois plus. Donc ça, c'est encore un facteur aggravant, c'est que compte tenu de ce que je viens de dire, et compte tenu du fait qu'on voit que les parcs, là où ils ont le plus tendance à augmenter, c'est plutôt dans les régions où l'électricité est fortement carbonée, eh bien, forcément, à consommation énergétique égale, l'impact en termes de gaz à effet de serre va augmenter. Là, je vais aller très vite là-dessus, mais je pourrais répondre à des questions. Je disais tout à l'heure, en introduction, la croissance est numérique et le numérique c'est la croissance. En fait, si on regarde les évolutions comparées des dépenses en numérique
et du PIB à la fois mondial et des pays OCDE, on voit en gros qu'il est bizarre que depuis 2013, donc effectivement on voit ce décollage des dépenses numériques, donc c'est le début de la transition numérique. Par contre, on n'en voit pas pour l'instant l'effet en termes de croissance du PIB. Donc je n'ai pas de conclusion là-dessus, c'est juste une question qui se pose et qu'il va falloir commencer à se poser de façon très très sérieuse. Par contre, ce qu'on voit bien, c'est l'évolution des revenus des GAFA. Là aussi, on voit depuis 2013 une accélération. Donc oui, il y a de la croissance, mais il y en a pour certains et moins pour d'autres. Et alors ça, je vais très peu le commenter, mais c'est une étude qui vient de sortir, qui a été faite au Canada. Donc c'est un peu le même objet que ce que nous on a fait. C'est quel est l'impact du numérique dans le monde. Et ils ont fait une prévision jusqu'en 2040. Et là, ils montrent qu'en 2040, il pourrait y avoir jusqu'à 15% des émissions de gaz à effet de serre liées au numérique. Bon, en 2020, c'est ça ce qui est intéressant, ils sont aussi aux alentours de 3%, donc implicitement, je dirais que ça confirme le résultat auquel on travaille. Alors les pistes de réflexion pour tout ça, mais ça sera en partie débattu dans les ateliers. Nous on est convaincus que les seuls changements technologiques ne seront pas suffisants. Et que donc, comme sur d'autres sujets, que ce soit les sujets alimentaires, d'alimentation, il faut apprendre, il faut maintenant maîtriser notre consommation numérique, et donc il faut avoir en tête un principe de sobriété numérique. Ça ne veut pas dire qu'on ne faut pas en utiliser, ça veut dire qu'il faut se poser la question de ce qu'on utilise, et il y a un moment donné où trop l'utiliser, ça devient plus néfaste que ne pas l'utiliser. Donc, lié à ce concept, il y a tout un enjeu de prise de conscience. On en est assez loin, même s'il y a des signes plutôt encourageants. Ensuite, il faut commencer à le mettre en œuvre, notamment en utilisant le levier de la commande publique. Il faut donner les moyens, c'est bien gentil de leur dire, mais le numérique c'est pas aussi bon que vous croyez. Il faut leur donner les moyens aux organisations de piloter cet aspect-là. Donc il faut qu'elles aient des outils utilisables et des données accessibles. Il faut, et ça recouvre le sujet qu'on n'a pas encore étudié, nous, c'est quel est l'impact indirect du numérique dans les secteurs qui ont un impact environnemental très important, donc par exemple les transports, le bâtiment, l'énergie. Est-ce que et à quelles conditions le numérique peut effectivement leur permettre d'être moins énergivores et d'être moins émetteurs de gaz à effet de serre. Et puis enfin, on est convaincu que tout ça n'a de sens que si on arrive à créer un mouvement européen, parce que, et on le voit bien aujourd'hui sur les discussions fiscales relatives au GAFA, si un principe n'est pas mis en œuvre au moins à l'échelle européenne, il risque d'être tout simplement inefficace. Voilà, j'ai fini la présentation, je serai ravi de prendre des questions.